biso zongisa biso na bobiso bwania. Bonsoir et bonjour à tous et à toutes. Il y a des frontières sûrement. Il y a des frontières qui empêchent des gens de circuler, qui empêchent par exemple des migrants de venir ici en Europe. Mais j'imagine qu'il n'y a pas de frontières qui peuvent empêcher l'homme d'aller rechercher dans son passé ou qui peut empêcher un peuple de pouvoir remonter sa mémoire. Mais aussi des frontières, j'imagine aussi qu'il n'y a pas de frontières qui existent pour empêcher la douleur d'être transmise de génération en génération. C'est ainsi dans mon introduction, je voudrais voir d'abord l'Europe, parler de l'Europe continentale, parler de cette question de manière continentale entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi, je dirais, de manière territoriale. Si j'ai parlé de la douleur, si j'ai parlé de la mémoire historique qu'on doit remonter, c'est simplement parce que pour nous, je pense que c'est de 1550, en 1950, 400 ans, que l'Europe, en tant que continent, a commencé ses pénétrations multiples en Afrique. Et sur ce, il y a eu, si j'ose dire, le bouleversement total de notre monde. Tout notre monde a été détruit. Notre monde a été défiguré, si j'ose dire, accidenté, parce que ces contacts avec l'Europe a posé deux problèmes. Ces problèmes-là, en fait, on doit le voir sur deux diapasons. Il y a la question de la civilisation et il y a la question, si j'ose dire, de la démocratie de nos jours actuels. Parce que ce sont les deux idéologies et les deux visions qui jusque-là ont causé énormément de dégâts et, si j'ose dire, des pertes en vies humaines et la vie dans l'ensemble de manière générale en Afrique. Donc, je parlerai de l'Europe. Je vois l'Europe d'abord. Mon illustration ira dans un pays aujourd'hui qui fait vivre l'Europe de manière générale. La République démocratique du Congo, qui aujourd'hui est le seul pays de la Terre, le seul espace territorial d'où l'on peut massacrer, piller, violer, tuer sans pour autant être poursuivi. Justement parce qu'au fondement de la République démocratique du Congo, ce sont des individus, notamment le roi de Belge, et je dirais encore des individus avec la famille Rothschild et autres qui, en créant des syndicats de défense des intérêts du Congo, se sont appropriés cette partie de la planète. Et l'Europe est entrée en Afrique partout à travers l'illustration qui sera faite de la République démocratique du Congo. Je parle des instruments qui ont été utilisés par l'Europe pour venir en Afrique. Ils ont utilisé en premier, ils ont attaqué deux courants en Afrique. Les deux courants qui ont été attaqués, c'est les courants nationalistes. Et ces deux courants nationalistes avaient deux branches. Il y avait de l'autre côté la première branche. C'est la branche incarnée par ce qu'on a appelé des panafricains. C'est la branche du panafricanisme. Et cette branche du panafricanisme, certains vont nuancer avec le panarabisme après, mais c'est le panafricanisme, et je remonte jusqu'au président Nasser et tous les autres qui incarnaient cette branche du panafricanisme, cette unité qui tapait sur la table et qui tapait sur le poing, qu'ils voulaient l'unité pour l'Afrique. L'unité parce que justement, c'est cette perturbation de 1550 en 1950, causée par la présence de l'Europe et notre contact avec l'Europe, qu'il fallait notamment nettoyer et bâtir de nouveau cette Afrique qui a été meurtrie, blessée et humiliée. Et l'autre branche, c'était la branche culturelle et historique. La branche culturelle et historique était plus incarnée par certains érudits, certains esprits avancés de l'Afrique, mais aussi certains présidents qui, pour eux, n'ayant peut-être pas emprunté le chemin du panafricanisme, ont voulu simplement la renaissance identitaire et culturelle de leur peuple. Quand on parle de la renaissance identitaire et culturelle, ce n'est pas dans le sens d'où on explique aujourd'hui l'approche identitaire, mais c'est que l'homme doit être soi dans son environnement, dans son territoire et là où il vit et évoluer avec son environnement justement pour avoir les instruments et les éléments adéquats pour pouvoir répondre aux enjeux auxquels il fait face. Donc dans le courant du panafricanisme, ça fait couler beaucoup de sang parce que c'est des multiples assassinats. La plupart des présidents et la plupart des Africains qui sont tombés justement parce qu'ils parlaient de l'unité. Ils parlaient de l'unité africaine. Vous aurez d'ailleurs remarqué que cette unité africaine n'a jamais vu le jour, jusqu'à preuve du contraire. Mais l'Europe s'est accaparée de cette idée et a fait son unité.
en allant après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, poser les jalons de l'Union européenne, de ce qui est devenu aujourd'hui l'Union européenne, et je dirais même de l'Europe continentale, qu'il vise à devenir, à faire de ça comme un pays, peut-être que dans les jours à venir. Donc j'ai parlé de ces courants du panafricanisme et comment est-ce que les Européens ont pénétré. Les instruments qui ont été utilisés, c'est qu'il y a eu en premier les ministères des Intérieurs. Quand vous regardez les ministères des Intérieurs de quasiment tous les pays africains, dans les ministères intérieurs, les services de renseignement, les services de renseignement généraux, les services secrets, les services de sécurité sont jusqu'à preuve du contraire formés toujours par les nations et les États européens, donc par l'Union européenne de manière générale de nos jours. Et les mécanismes qui sont mis en place lorsqu'on forme les services secrets, les services de renseignement, les services de sécurité africains, c'est que c'est l'oppression. Ce n'est pas le mécanisme de sécuriser réellement ces pays ou de sécuriser réellement les États ou les biens ou les populations, mais c'est en fait de consolider, de sécuriser les acquis qui sont les acquis européens. Et en réponse vis-à-vis des populations, c'est l'oppression. En réponse vis-à-vis des populations, c'est le meurtre. C'est la peur, c'est l'instrument qui est utilisé. Et dans ces ministères, ministères des Intérieurs des pays, dits des pays africains, il y a la formation aussi des polices et des gendarmeries. Donc toutes ces polices-là, par rapport à chacun des États, par rapport à sa zone d'influence, héritage de la conférence de Berlin, chacun a été formé de cette manière-là. Donc il s'est fait que les polices, par exemple dans des pays comme la République démocratique du Congo, la gendarmerie est formée par la Belgique, dans des pays comme l'Angola, on parlera du Portugal, dans des pays comme la Guinée équatoriale, on parlera de l'Espagne, dans des pays autres, Bénin, Congo-Brazzaville, Algérie, Maroc, on parlera souvent de la France. Donc il s'est fait que ces mécanismes-là qui sont mis en place, ce sont des instruments qui ont été utilisés à travers lesquels l'Europe nous a assiégés. L'Europe est venue imposer sa loi et sa doctrine. Après le ministère des Intérieurs, il y a eu des ministères des Affaires étrangères. Les ministères des Affaires étrangères ont été utilisés avec la présence des diplomaties européennes en Afrique. Il y a eu la présence des diplomaties européennes en Afrique a créé encore deux diplomaties. C'est ce que j'appelle la paradiplomatie interne et la paradiplomatie externe. La paradiplomatie interne, c'est cette dimension et cette capacité qu'avaient les pays européens. Prenons l'exemple dans un pays comme le Bénin. Dans un pays comme le Bénin, s'il y a un pays européen, admettons la France, que fait la France dans sa paradiplomatie interne? La France va essayer de négocier. Non, de comploter, c'est le mot qu'il faut. De comploter avec des pays par exemple comme le Maroc, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Burkina Faso, les ambassades de ces pays-là qui se trouvent au Bénin. Le pays européen en question va faire en sorte d'avoir tous ces pays-là avec lui. Si vous acceptez ceci, il y aura tels avantages, il y aura des frais de douane qui seront par exemple exemptés pour tel produit. On va aider gratuitement vos cadres à la formation technique, vous donnez ceci, vous donnez tels instruments. Ce sont des promesses qui sont faites. C'est ça, là où ils ont créé la paradiplomatie interne. Et cette paradiplomatie interne était justement lorsqu'il y a un président, par exemple lorsqu'il y a eu Nicéphore Soglo au Bénin, lorsqu'il y a un président X ou Y qui dérange quand on est au Bénin, avant de passer par exemple avec d'autres pays européens, c'est d'abord la paradiplomatie interne qui fonctionne. C'est-à-dire les autres pays africains eux-mêmes vont essayer de travailler avec le pays européen en question pour déstabiliser le régime ou le gouvernement qui est en place. Et la paradiplomatie externe, c'est la paradiplomatie créée par les États européens avec d'autres pays extérieurs du continent africain. Donc ils vont prendre par exemple la Chili, ils vont prendre par exemple les États-Unis d'Amérique, ils vont prendre par exemple un pays X ou Y qui a ses représentations diplomatiques dans le pays en question en Afrique. Donc si nous sommes en Côte d'Ivoire, les Français qui sont là, l'ambassade de la France qui est là, prend contact avec la Chili, prend contact avec, je ne sais pas moi, Vietnam du Sud, prend contact avec un pays X ou Y. Et avec ces pays, ils vont faire en sorte de pouvoir déstabiliser le gouvernement qui est en place qui ne plaît pas. On l'a vu par exemple récemment dans cette paradiplomatie interne où la France s'est mise avec la Hollande pour pouvoir lancer ce qu'on a appelé l'affaire Tafigura. C'est une affaire qui a amené, si vous voulez, des agents toxiques qui ont un peu pollué les eaux en Côte d'Ivoire. Et il fallait accuser des responsables qui étaient proches du régime de Laurent Gbagbo pour déstabiliser l'ensemble du pays en accusant des proches du président qui étaient un peu, si vous voulez, qui avaient une responsabilité X ou Y dans le dossier en question. Donc cette diplomatie externe, la paradiplomatie externe à l'Afrique,
c'est une paradiplomatie qui a mis à mal, si vous voulez, la capacité de l'Afrique d'être un vrai challenger sur l'échiquier de la politique internationale. La voix de l'Afrique a été mise à mal parce que lorsqu'on se retrouve dans des terrains neutres comme l'Organisation des Nations Unies, l'Europe arrive déjà, ou les pays européens en question arrivent déjà dans le débat avec d'autres pays qui sont extérieurs de l'Afrique. Et ces pays-là, qui d'emblée n'ont pas compris les enjeux, ou qui peut-être se sont limités aux propositions qui leur ont été faites par les nations européennes, vont se liguer dans cette démarche et ça met déjà à mal la diplomatie africaine. C'est la raison pour laquelle l'on voit, quand il s'agit des questions épineuses entre les pays africains et les pays européens, il n'y a quasiment aucune chance pour les pays africains de gagner sur le plan diplomatique, de gagner sur le plan de la diplomatie, parce que l'Europe joue déjà la paradiplomatie. Et cette paradiplomatie, ça s'est fait déjà à l'intérieur même du pays africain en question, qui n'est pas au courant que les autres ambassades ou les autres pays présents font l'objet en fait de marchandage des pays ou de l'Europe de manière générale. Et en ça aussi, il y a eu les ministères des Défenses. Les ministères des Défenses, c'est là où l'on parle des accords de défense qui ont été mis en place, parce qu'à travers ces ministères-là, ce sont les accords de défense qui ont été mis en place. Et l'Europe a eu l'idée ô combien, je ne sais pas, dangereuse, si j'ose dire, de pouvoir empêcher les pays africains d'avoir leurs propres armées. On prend par exemple le cas de l'Algérie qui a tenu tête et qui a voulu avoir son propre armée à la veille, si j'ose dire, de l'indépendance de l'Algérie. Les 10 militaires en question, ou les 10 combattants qui étaient sur la première ligne pour combattre pour l'indépendance et la libération de l'Algérie, ont été taxés de terroristes. Nous avons vu les années qui ont suivi, eux tous ont été mis hors état de nuire. Ils ont été tous neutralisés. Et ça s'est passé avec l'ensemble de massacres qu'il y a eu en Madagascar, au Cameroun et au Sénégal. L'ensemble de ces massacres-là qui, en réalité, ont permis aux nations européennes et à l'Europe de manière générale de pouvoir encore empêcher à l'Afrique d'assurer la défense de ses territoires et de rester en place sur le plan militaire. C'est là où on a vu qu'au lendemain des indépendances des pays africains, les armées européennes sont restées en place. Donc, en parlant de chaque armée, de chaque influence comme hérité de la conférence de Berlin, quand il s'agit de la Belgique, quand il s'agit de l'Espagne, du Portugal et de la France. Ces armées sont restées en place justement parce que le ministère des Affaires étrangères, pardon, le ministère des Défenses des pays africains ont été des instruments qui ont été utilisés et qui, quand on parle des ministères régalés, des ministères de souveraineté, ce sont des ministères qui sont toujours entre les mains de l'Europe et qu'on ne cède jamais. Aucun pays africain ne contrôle ces ministères. Et enfin, après le ministère des Défenses, il y a eu le ministère des Justices. Les ministères des Justices des pays africains qui, l'Europe, en commençant le ministère des Justices, ils ont d'abord commencé par un aspect juridique. Par l'aspect juridique, en léguant aux pays africains des constitutions copies-collées des pays européens. C'était le premier aspect qui a été mis en place. Et deuxièmement, l'Europe a légué aux pays africains ses cours et tribunaux. Les cours et tribunaux qui existent dans les pays africains, c'est un legs de la colonisation, un legs que les Européens ont donné. Les Européens savaient bien qu'il y avait une élite, ce qu'on appelait entre guillemets des évolués, qui ont été formés et forgés ou formés dans des académies et des instituts européens et qui devaient prendre la relève. Et ceux-là ont été travaillés de manière à ce qu'à prendre la relève. Donc l'Européen est parti, mais les outils et les instruments sont restés. On leur a légué ces constitutions et par ricochet, on leur a légué les codes pénals et les codes civils. Donc on voit dans des pays européens, dans des pays africains, tous les codes civils et les codes pénals qui sont légués à ce pays, ce sont les copies-collées quasiment des nations européennes. Et cette réalité, ces différents instruments qui ont été utilisés dans la branche, je disais, du panafricanisme, ont permis à l'Europe de pouvoir anéantir véritablement tout ce qui peut y avoir comme élan d'unité et de solidarité entre les Africains. Parce que la difficulté, c'est que vous êtes déjà infiltré par le ministère des Intérieurs, que vous ne contrôlez pas. La deuxième difficulté, c'est que vous avez la difficulté avec des ministères de défense, d'où vous ne contrôlez pas vos armées, vous ne contrôlez pas ni la sécurité de vos États et de vos institutions. Vous avez un problème avec les ministères de justice, qui à chaque fois qu'il y aura l'un de vous, qui aura, si j'ose dire, le cran ou le courage de pouvoir s'élever contre ces mécanismes, on les traînera devant les tribunaux. Parce que ces cours et tribunaux, ça part de l'intérieur comme de l'extérieur. D'où l'on voit aujourd'hui, avec la plupart de ce qu'on appelle aujourd'hui les tribunaux, les cours et tribunaux internationaux, où la plupart des dirigeants africains qui n'ont pas su marcher selon les règles dictées par l'Europe, ont été tous traînés aujourd'hui, la Haye, les tribunaux pénals internationaux
et tous ces mécanismes-là. Et puis, les ministères des Affaires étrangères, d'où la diplomatie des pays africains. Donc on ne peut pas passer d'un pays africain à un autre pays africain sans passer par la plaque tournante de la diplomatie européenne. Donc ces difficultés-là, dans la brèche du panafricanisme, a détruit fondamentalement toute conception d'unité pour l'Afrique. Et c'est la conséquence des assassinats de Patrice Lumumba qui a été le premier, parce que Patrice Lumumba qui a déclenché, si vous voulez, ces comportements irrespectueux de l'Europe et des nations européennes vis-à-vis de l'Afrique. Lorsqu'il y a un fils de l'Afrique, un fils digne, qui aujourd'hui ne veut plus aller dans ce sens, c'est le résultat. On a vu l'assassinat de Patrice Lumumba et qui après a drainé l'assassinat de tous ces dirigeants africains et de tous ces fils et filles qui, à un moment donné, ont décidé d'aller à l'encontre des dirigeants européens ou de la volonté européenne de pouvoir marcher dans la domination et de soumettre l'Afrique. Et dans l'autre branche, la branche que je disais historique et culturelle, dans la branche historique et culturelle, pour pouvoir détruire cet ensemble de choses, il y a eu deux piliers que l'Europe a utilisés. Le premier pilier, c'est les piliers de sa puissance. Et le deuxième pilier, c'est le rayonnement de sa culture. Et les deux piliers sont fondamentalement ont été bâtis sur ce qu'on a appelé la francophonie. Parce que la francophonie, jusqu'à preuve du contraire, c'est la puissance du monarque européen, des monarques européens, et si vous voulez, le rayonnement de la culture européenne. Et il s'est fait que, en ce qui concerne la puissance, comment est-ce que la puissance européenne a réussi à prendre l'Afrique et à dominer l'Afrique? C'était la négation quasi systémique et systématique de tout ce qu'était l'histoire africaine. Lorsqu'on faisait la comparaison entre l'Europe de 1400 et l'Afrique de 1400, l'Europe était déjà avancée et l'Afrique n'avait rien. L'Afrique n'avait rien fait. Lorsqu'on compare 1500 et 1500 en Afrique, l'Europe, elle, avait déjà bâti, avait déjà de courants de pensée. L'Afrique, elle, n'avait rien. Lorsqu'on compare en 1600 pareil, en 1800 pareil, c'est-à-dire les simples ou les éléments ou les références que possédait l'Afrique qui commencent vers 1700-1800. Et ces références, c'est toujours, vous allez vous heurter à l'Europe. C'est-à-dire que nous sommes arrivés en 1700 et 1800 avec la mission civilisatrice pour vous, et c'est en partant de là que l'histoire de l'Afrique a commencé. Donc la négation systématique et systémique, tout ce qui était comme référence historique a été détruit et banni. C'est-à-dire c'est la culture maintenant et l'histoire européenne qui prévalait en Afrique. Et c'est ce qui a permis les rayonnements, si vous voulez, l'accroissement de la puissance européenne en Afrique. Et il y a eu le deuxième pilier dont j'évoquais, le pilier de la culture européenne qui a fait face à la culture africaine. Donc il a fallu l'interdiction systématique de tout ce qui était éléments culturels de l'Afrique. Là, l'Européen a légué ou a cédé à l'Africain ces éléments culturels. Et ces éléments culturels ont fait que l'homme africain, comme la femme africaine, a été de manière automatique lobotomisé et aliéné. C'est là le concept de l'aliénation où l'Africain commence à se développer dans un monde qui n'est pas son environnement et dans un monde qui n'est pas son monde. Son monde a été détruit, c'est le monde de l'Européen qu'il fallait reproduire en Afrique. Et c'est ce monde-là qui a fait que même les combats qui sont menés actuellement, là on faisait allusion à un combat sur le franc CFA, vous aurez remarqué que les combats réels qui est mené, le vrai combat ne sera pas le combat qui aboutira. C'est le combat, le pseudo-combat qui va être créé, c'est ce combat-là qui va aboutir. Parce que les éléments même qui sont donnés à ceux qui vont combattre dans ce sens, c'est le monde de l'Européen. L'Européen voudra absolument que vous combattez pour qu'en finalité, ça soit ses intérêts encore qui vont triompher, comme ça a été les histoires des indépendances. Donc la négation culturelle, là, ce n'était même pas la négation, la destruction systématique et de manière générale. Et avec une puissance redoutable de la culture africaine, a permis à la culture européenne de raisonner et à la culture européenne de prendre le dessus sur... Je vais prendre le fait d'une illustration succinctement entre deux pays. Dans deux pays différents, là où la culture africaine a combattu la culture européenne. Je pars aux États-Unis d'Amérique. Lorsqu'on regarde aux États-Unis d'Amérique, c'est évidemment la culture européenne et la culture africaine qui s'affrontent. Sous la terre, c'était des Indiens, parce qu'eux, ils étaient déjà exterminés, l'affaire a été résolue. Donc c'est maintenant face à face la culture africaine et la culture européenne. Et on voit quoi? La culture africaine a été systématiquement détruite. Tout ce que produisait l'homme africain, tout ce que l'homme africain produisait aux États-Unis d'Amérique était synonyme de tout ce qu'on peut dire, des négatifs, était synonyme de tout ce qui était improductif, était synonyme de tout ce qui était violence. Et c'est la culture. À chaque fois même que l'homme africain réussissait à produire quelque chose, vous connaissez l'histoire de tout ce qui peut être, parce que c'est un débat aussi long, des musiques
qui sont nés du côté de la culture africaine. Lorsque l'Africain a donné les différentes musiques, les blues, les jazz, les rock, on comprend la source, la racine même, parce qu'il était, jusqu'à preuve du contraire, toujours connecté dans son imaginaire avec cette Afrique d'antan. Et l'Européen a fait en sorte, si ce n'était pas la destruction de cette œuvre culturelle, il fallait la destruction du symbole. C'était le symbole qui était détruit et on donnait le génie ou l'invention de cette mélodie ou de cette richesse culturelle à un Européen. Donc il fallait que la référence soit toujours l'Européen pour pouvoir détruire la culture africaine et que la culture européenne prenne l'ascendant. Et cela a été aussi le cas lorsqu'il s'est agi de la puissance culturelle de l'Europe, parce que dans les bibliothèques aux États-Unis d'Amérique, les références bibliothécaires de ces deux peuples, de ces deux communautés, l'Europe avait ses références. L'Européen avait ses références. Il plongeait dans son histoire de 1400, de 1500, de 1600, de 1700, mais l'Africain n'avait pas de références. L'Africain qui vivait aux États-Unis n'avait pas de références. Parce que dans ces bibliothèques-là n'existaient pas les références culturelles, les références historiques de l'Afrique. Ces références-là étaient systématiquement et quasiment niées, détruites et brûlées. Donc l'homme africain s'est vu face à l'homme européen dépouillé de tout. Et c'est ce qui a permis le rayonnement de la culture européenne, mais aussi l'accroissement de la puissance de l'homme européen. Quand on regarde aujourd'hui les États-Unis, la puissance et la culture qui rayonnent, c'est justement de l'homme européen. Et l'autre, c'est encore des combats à mener pour pouvoir arriver même à donner un semblant d'existence culturelle et de faire incarner la puissance de l'homme africain. Et le deuxième pays que j'allais prendre, c'est l'Haïti. Alors c'est le contraste total de ce qu'est les États-Unis d'Amérique. Lorsque l'homme africain qui était en Haïti a compris que le rayonnement ou la domination de l'homme européen, c'est justement par sa puissance, réside justement par la négation systématique et systémique de son histoire, l'homme africain qui était en Haïti s'est reconnecté avec sa culture, avec son histoire. Il s'est reconnecté avec son histoire et il a eu des références historiques qui étaient africaines, des références historiques des grands ensembles ou des royaumes bâtis par l'Africain, les savoir-faire qui étaient de l'Africain. Et cela a permis de faire l'équivalence entre la puissance de l'Européen et la puissance de l'Africain. Nous l'avions vu sur l'affrontement, sur le terrain militaire, où le génie et les savoir-faire, si j'ose dire, militaires de l'homme africain a pris les dessus, avec la bataille de la Vertière, où l'Africain a pris les dessus, l'armée, entre guillemets, dit des armées indigènes, ont pris les dessus sur l'armée la plus puissante de Napoléon. Donc, cette face historique a été dévoilée. Parce que l'armée qui était présentée comme l'armée la plus puissante de Napoléon est tombée face à une armée qui était l'armée de l'homme qui n'avait pas de références historiques, de l'homme qui n'a rien fait. Donc la puissance a changé de camp. On a vu dans l'illustration de l'Haïti, c'est maintenant l'Africain qui prend le dessus. Et sur le plan culturel, l'homme africain et la femme africaine qui étaient en Haïti s'est reconnecté directement avec son identité culturelle. Il est redevenu soi-même. Et en redevenant soi-même, on a eu une opposition véritable entre la culture africaine et la culture européenne. Sous-entendant parlant que l'instrument qui était utilisé par la culture européenne pour pouvoir se répandre, c'était la christianisation, c'est-à-dire c'est par le biais de la religion. Et l'homme africain, lorsqu'il s'est aussi lui connecté dans sa culture, il s'est connecté avec la spiritualité africaine. Ce qui a permis à l'homme africain de redevenir soi-même, d'avoir ses codes culturels, son langage culturel et sa langue culturelle. Et cette réalité a fait en sorte que la culture africaine s'est rayonnée de nouveau. C'est cette transmission partie de l'Haïti qui a traversé tous les Caraïbes et l'Amérique latine, où l'on a vu la renaissance culturelle de l'homme africain qui a donné une autre image. Mais l'affrontement viendra en 1915 jusqu'en 1935, là où les pays dont j'ai pris l'exemple, les États-Unis d'Amérique, va se décider par sa puissance de l'homme européen et par sa culture de l'homme européen d'aller envahir l'Haïti. D'abord, sur le plan culturel, de détruire tous les éléments culturels de l'homme africain, tous les symboles culturels de l'homme africain en Haïti. Et sur le plan de la puissance, de pouvoir proclamer de nouveau la mise sous tutelle de l'Haïti, ou si vous voulez, la domination militaire de l'Europe sur l'Afrique en Haïti. Parce que, j'en viens maintenant dans ça, vous n'êtes pas sans ignorer que l'Haïti est bientôt aujourd'hui membre de l'Union africaine et membre observateur et qui deviendra dans les jours à venir membre à part entière de l'Union africaine. Donc ce qui fait que l'histoire africaine et la puissance, la culture africaine et l'histoire africaine va rayonner à travers ces cordons ombilicaux qui se référera avec l'Haïti. Et ça sera l'opposition des États-Unis d'Amérique qui aujourd'hui, avec l'Africom, semble avoir pied en Afrique et d'être aujourd'hui présent en Afrique, non seulement de laisser l'Europe de manière générale et l'Europe unie
de pouvoir opérer là-bas. Donc voilà succinctement cette présentation qui représente aujourd'hui les traits d'union que nous appelons l'Europe et l'Afrique, avec des instruments qui ont permis à l'Europe d'avoir justement le dessus sur l'Afrique. Et la vérité aujourd'hui, c'est que l'Europe, on parlait ici des migrants, on parlait de tout ce qu'on veut dire aujourd'hui. L'Europe a toujours le souci qui anime l'Europe, c'est de pouvoir étendre son espace vital. Il va étendre son espace vital sur le plan maritime. Vous verrez que après avoir pris les îles Haïti, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et tout ça, la superficie de l'Europe sur le plan, sa superficie sur le plan maritime s'est élargie. Son espace vital et sur le plan aussi de l'espace aérien, parce que l'espace aérien de la Guadeloupe, de Saint-Martin et tout ça appartient à l'Europe. Ce qui n'est pas le cas des autres îles dont l'Afrique a repris le contrôle, comme par exemple l'Haïti. Et nous verrons aussi sur le plan territorial le souci de l'Europe de pouvoir étendre son espace territorial. Cet espace territorial, vous le savez déjà, lorsque les nations africaines étaient des nations, n'étaient pas encore des nations, ou des États étaient encore sous colonisation, la France, le Sénégal faisait partie de la France. Le Congo-Brazzaville faisait partie de la France. Comme les autres pays, comme l'Angola faisait partie du Portugal, ou comme la Guinée équatoriale faisait partie de l'Espagne. Donc ces soucis-là d'étendre toujours sa puissance et son rayonnement restera et demeurera aussi longtemps que l'Afrique n'aura pas des éléments ou n'aura pas la volonté véritable de pouvoir briser les chaînes, de pouvoir briser véritablement cette domination qui pour nous passe sur ces deux piliers de l'histoire et de la culture. Car aujourd'hui, l'expression par excellence de notre culture, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Cette volonté aujourd'hui de vivre avec des éléments et des codes qui sont les nôtres et pour consolider cette unité. Et cette volonté qui sur le plan de notre puissance doit rayonner sur notre histoire pour redorer les blasons ternis de l'histoire africaine qui jusqu'à preuve du contraire a été émaillée de plusieurs mensonges et de plusieurs dominations comme vous le savez. Donc voilà succinctement ce qu'en est pour moi l'interprétation ou la lecture de cette relation entre l'Europe et l'Afrique. Merci. Merci beaucoup Boisselot, merci à nos humbles invités pour leur intervention L'association marocaine des droits humains s'occupe de la défense des droits humains surtout, que ce soit les droits économiques, sociaux, en fait toutes sortes de droits humains dans le cadre des chartes internationales des Nations Unies des droits humains. C'est l'une des plus vieilles associations au Maroc et actuellement avec ce qui se passe au Maroc, c'est l'une des associations qui a subi beaucoup d'oppression récemment. Et ici on est présent à la fête du Luma dans le cadre aussi de notre action en Europe. Et notre réseau à Paris et aussi à Bruxelles et d'autres pays européens est un échappatoire. C'est aussi un bol d'air qu'on essaie de respirer en essayant d'agir pour la cause des droits humains au Maroc. En tant que Marocains, nous sommes bien conscients de notre identité avant tout africaine. Et on est bien conscient que le seul développement possible et naturel du Maroc ne peut se faire qu'en Afrique, avec nos confrères, nos concitoyens africains. Sauf que la façon dont on voit l'immersion du Maroc dans les affaires africaines et son expansion économique d'un autre œil, parce que nous voulons du bienfait pour le citoyen marocain, mais nous voulons que ça ne pénalise pas et que ça n'impacte pas négativement aussi les citoyens africains. Nous voulons un partage équitable des richesses sous une justice équitable et que communément avec nos confrères africains, on se débarrasse un peu du despotisme hérité du colonialisme.